Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Je pense que je peux encore vous souhaiter bonne année. Je l'ai sûrement fait déjà sur des vidéos précédentes. Je voulais vous faire un book haul. Alors que j'en ai déjà 2 autres en stock, des book hauls pour 10 balles, t'as plus rien. Mais là, entre les cadeaux de Noël et 3 petits bouquins d'occasion que j'ai achetés, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai reçu comme cadeau aussi en rapport avec l'écriture, donc des choses aussi qui sont en rapport avec la lecture et l'écriture, donc des choses qui sont en rapport avec la chaîne. Donc on va commencer tout bêtement par le book haul. J'ai acheté 3 livres d'occasion, ça devait être chez Auchan encore quand je faisais les courses de Noël, et j'en ai, si je ne me trompe pas, pour 7,50 €. Attendez, je me rapproche parce que j'ai une pile de trucs là. Donc c'est parti, et après j'enchaînerai sur les cadeaux de Noël et sur ce que j'ai acheté avec un bon d'achat aussi, et sur le Reading Journal que je n'ai pas commencé alors qu'on est le dimanche 31 décembre 16h50. J'ai pas fait du tout les pages de garde et compagnie, ça promet. Alors on va commencer par acheter d'occasion à 3,50 € chez au rayon occasion chez Auchan. Les bâtisseurs du vent d'Ali Demine. Déjà, je trouve superbe la couverture. Donc, c'est publié chez Le Club. J'ai cru lire que c'était chez Flammarion. Ça date de 2019. L'illustration, c'est des images de Shutterstock, Avabitter, Bejo, Ou, Shinist, Tortuga. Je la trouve très efficace. Franchement, la couverture est très jolie. C'est un grand format qui coûtait 19 € à l'origine. Donc là, 3,50 €. C'est pas un énorme pavé. Allez, c'est parti. Je vous lis le petit résumé. Sans cœur étaient les nantis du village reculé où se déroule l'histoire ici contée. Et sans âme se sont-ils tous à la fin retrouvés. Entre la première et la dernière page de ce livre, 4 saisons vont défiler. L'église va, une nuit d'été, être démolie par la foudre. Le bourgmestre, l'apothicaire, le curé Emmanuel et son terrible secret, sans oublier tous les autres qui ont vu mais se sont tus. Tous ceux qui prospéraient dans les riantes ruelles et les jolies maisons vont condamner le petit peuple entassé dans les bas-fonds du bourg à l'impossible. Reconstruire en quelques mois et de leurs mains l'église foudroyée. Andrei Voronov, notre héros, et son chat Miouchki, Fabrizio et Jamal, Zhuang et les frères irlandais vont alors tenter de relever cet incroyable défi qui fera d'eux et pour toujours les bâtisseurs du vent. Entre la première et la dernière page de ce livre, des jours et des jours de labeur, des rires et des peines, des parties de pêche au bord du fleuve, l'aide d'une poignée de justes et le courage du désespoir. Entre la première et la dernière page de ce livre, une histoire d'hommes, de bâtisseurs, de miséreux, un conte du peu pour le mieux, qui démontrera que l'avidité, l'hypocrisie et la bêtise, même associées aux plus mauvais coups du sort, ne peuvent entamer ce qui forge la gloire du peuple misère, la solidarité sans faille qui l'unit. Alors, Ali Demine est traductrice, interprète et professeure de langue slave. Les bâtisseurs du vent est son premier roman. On a donc, je vous montre juste la table des matières parce que j'aime beaucoup ce genre de titre où il y a une espèce de cohérence en fait entre les différents titres. Je trouve ça vraiment sympa. J'ai envie de vous lire un petit bout du premier chapitre qui s'appelle « De naître ». On va être sur des noms slaves, donc je vais peut-être un petit peu accrocher. Le père de Maxime Vladimirovitch Voronov, Vladimir Ilitch, avait une curieuse mais douce réflexion sur la richesse, réflexion qu'il aimait lâcher dans le petit logis des Voronov, rue Munoskaya de Voronej. Pauvre est le riche qui considère toujours son tout comme pas assez. Riche est le pauvre qui parvient toujours à faire du peu qu'il a son suffisant. De fait, il vaut 1000 fois mieux être un pauvre riche qu'un riche pauvre. C'est avec cette conviction au cœur que Maxime Vladimirovitch Voronov avait grandi là-bas dans son Union soviétique. C'est avec cette pensée en tête qu'il avait veillé à bâtir sa vie. Et à son tour, Maxime, une fois père, avait veillé à transmettre le tout à son fils Andreï.
Veuf, Maxime Vladimirovitch quitta son berceau pour faire vivre ses espoirs. Avec son fils encore jeune, il s'engagea dans un voyage qui dura 18 jours. Après avoir traversé d'est en ouest l'Europe, bifurquant par la Tchécoslovaquie pour contourner l'Allemagne divisée par son mur, les Polonais s'arrêtèrent, épuisés, aux abords d'une frontière dans une plate campagne. Leur nouveau pays les accueillit mollement. Époque oblige et histoire surtout, l'endroit acceptait toute paire de bras prête à aider, ou plutôt apte à résister aux travaux délicats, repoussants, rebutants. Et n'ayant jamais eu peur de se retrousser les manches, Maxime en profita justement. Je vais m'arrêter ici. Donc j'ai l'impression, on est quand même dans un contexte qui est contemporain, donc avant la chute du mur de Berlin, avant 90, si je me trompe pas, 92, 91, par là. Et alors moi, ce qui m'a intéressé en fait dans le résumé, c'est la notion de petit peuple. Donc je sais pas du tout s'il va y avoir un aspect conte petit peuple, peuple féerique, ou si c'est plutôt les petits peuples de misère, donc les personnes qui sont pauvres, très précaires et compagnie. Mais que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas, ça me donne vraiment envie de le lire. Et alors, je trouve le résumé, il est quand même assez conséquent. Je le trouve quand même vachement joli aussi. Puis c'est quand même un bel objet, hein, sans rire. Je le trouve trop beau. Il faut que je trouve un moyen aussi d'enlever les étiquettes. Si vous avez des astuces, sans arracher le truc. On va passer au grand format suivant. Christina Baker-Klein, Le train des orphelins. C'est une exclusivité France Loisirs avec une autre étiquette. J'adore les étiquettes. Viviane, fillette irlandaise dans l'Amérique des années 20. Molly, jeune métisse indienne d'aujourd'hui. 2 enfants abandonnés, 2 destins qui n'auraient jamais dû se croiser. Viviane, 9 ans, irlandaise, se retrouve brutalement orpheline à New York en 1929. Avec des milliers d'autres petits déshérités, elle est envoyée à bord d'un train dans l'ouest des États-Unis. Là-bas, les enfants sont adoptés ou destinés à servir de main-d'œuvre gratuite dans des familles modestes. Commence pour Viviane un terrible voyage. De nos jours, Molly, 17 ans, doit faire des travaux d'intérêt général afin d'éviter la maison de correction. On dit plus ça en fait. Sa mission, aider Viviane, 91 ans, à ranger son grenier. Peu à peu, le passé tumultueux de Viviane ressurgit, et si la vieille dame distinguée et la jeune fille rebelle avaient plus en commun qu'il n'y paraît. Donc on est aux éditions France Loisirs avec une couverture dpcom.fr. Amy West, Archangel, image David et Myrtille. Je la trouve jolie, hein, je trouve qu'elle a un petit peu lookée polar, je sais pas, étonnamment. Pourtant j'ai l'impression qu'on est dans le fond d'une malle, là, si je me trompe pas. Et donc c'est un livre que j'ai eu à 2 € au lieu d'un grand format, c'est, je sais pas, c'est au moins du 15-20 balles ça maintenant. Il y a un petit résumé à l'intérieur. Étoile irlandaise, par ici. De son maigre doigt recourbé, une matrone efflanquée à l'air sévère et coiffée d'un béguin blanc me fait signe d'avancer. Elle doit savoir quelle est ma nationalité grâce au papier rempli par M. Schatzmann quand il m'a amené à la Société d'aide aux enfants il y a quelques semaines. À moins que ce ne soit mon accent, toujours aussi épais que de la tourbe. Une rousse, dit-elle en faisant la moue, lorsque je me tiens devant elle. Quel dommage, commente la femme rondelette à son côté, avant d'ajouter avec un soupir, et ces taches de rousseur. Déjà qu'à cet âge, c'est difficile de leur trouver une famille d'accueil. Et c'est traduit de l'anglais par Carla Lavaste. Il y a une citation de Women of Dawn de Bunny McBride, que je ne connais pas. Pour passer d'une rivière à une autre, les Indiens Wabanaki devaient porter leur canoë ainsi que toutes leurs possessions. Tous étaient conscients de l'intérêt qu'il y avait à voyager léger et comprenaient que cela impliquait de laisser certaines choses derrière soi. Rien n'entravait plus la marche que la peur, fardeau dont il était cependant le plus difficile de se débarrasser. Je vais vous lire le prologue qui fait un petit peu plus d'une page. Je crois aux fantômes. Ce sont eux qui nous hantent, eux qui nous précèdent. Il m'est souvent arrivé de les sentir autour de moi, observateurs, témoins, alors que personne parmi les vivants ne savait ce qui se passait ou ne s'en souciait. J'ai 91 ans, et la quasi-totalité des personnes qui ont un jour fait partie de ma vie sont maintenant des fantômes. Parfois, ces esprits se sont révélés plus réels que les gens, plus réels que Dieu.
Ils remplissent le silence de leur masse, dense et chaude comme de la pâte à pain qui lève sous un torchon. Granny avec son regard empreint de bonté et sa peau talquée. Papa, sobre, riant. Maman qui chantonne. Ces incarnations fantomatiques, délivrées de toute amertume, de l'alcool et de la dépression, me consolent et me protègent bien mieux maintenant qu'ils sont morts qu'ils ne l'ont jamais fait de leur vivant. J'en suis venue à me dire que le ciel est ainsi, un lieu dans la mémoire des autres où survit le meilleur de nous-mêmes. Peut-être que j'ai de la chance, c'est d'avoir reçu à l'âge de 9 ans le fantôme du meilleur de mes parents, et à 23, celui de mon unique amour. Et puis il y a aussi ma sœur Maisie, de tout temps présente, un ange sur mon épaule. 18 mois lorsque j'avais 9 ans, 13 ans lorsque j'en avais 20. Elle a maintenant 84 ans et elle est toujours à mes côtés. Peut-être qu'ils ne remplacent pas les vivants, mais on ne m'a pas donné le choix. Je pouvais laisser leur présence me réconforter ou bien m'effondrer, me lamenter sur ceux que j'avais perdus. Ces fantômes murmuraient à mon oreille, m'exhortaient à aller de l'avant. Ça donne très très envie. Là, ce qui m'a vraiment attirée dans ce livre-là, c'est l'aspect un peu intergénérationnel entre l'adolescente de 17 ans qui va filer un coup de main à Viviane qui en a 91 et qui est la narratrice. Est-ce que c'est la narratrice par la suite ? Non, après, j'ai l'impression qu'on repart ensuite sur une narration, pas en jeu en tout cas. Mais déjà, le côté intergénérationnel, ça m'intrigue. L'aspect historique aussi, avec la migration des Irlandais, la manière dont ils géraient les orphelins. On aura sans doute aussi quelque chose pour... On dit que Molly, c'est une jeune métisse indienne d'Inde ou indienne native américain. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, donc que ce soit un parcours de migration ou des natifs américains qui essayent de survivre aujourd'hui. Donc ça m'a donné envie. Dernier livre, Paul Lynch, Grace. Un livre flamboyant selon Le Monde, et cette odyssée captive, passionne, bouleverse selon le Figaro. Je la trouve trop chouki, la petite nénette. On est aux éditions, je vérifiais si je vous avais donné l'édition pour le précédent livre, on est au livre de poche, avec une couverture Catching Leaves Final Read-On de Morgan O'Neill, traduit de l'anglais par Marina Borasso. Irlande, encore une fois, oui j'aime beaucoup l'Irlande, l'Écosse, peut-être un Pays de Galles, enfin on va dire le monde anglo-saxon, j'aime beaucoup. Irlande 1845. Par un froid matin d'octobre, alors que la grande famine ravage le pays, la jeune Grace est envoyée sur les routes par sa mère pour tenter de trouver du travail et survivre. En quittant son village de Black Mountain, camouflée dans des vêtements d'homme et accompagnée de son petit frère qui la rejoint en secret, l'adolescente entreprend un véritable périple du Donegal à Limerick, au cœur d'un paysage apocalyptique, celui d'une terre où chaque être humain est prêt à tuer pour une miette de pain. Portée par un magnifique personnage féminin, Grace possède une incroyable beauté lyrique. Son écriture incandescente donne à ce voyage hallucinatoire la dimension d'une odyssée vers la lumière. On parle d'une héroïne inoubliable où, avec Paul Lynch, la littérature anglaise prouve qu'elle est toujours aussi riche. Donc là, c'est un bouquin qui fait quasiment 500 pages. La première partie s'appelle Sama. On a ça à la fin du livre. On a 2 pages noires et on a 2 autres pages noires. Et on a la dernière partie, je présume, qui s'appelle Lumière. Je trouve ça très intriguant. J'aime beaucoup quand il y a ce genre de procédés dans les livres, en fait, qui sont significatifs. Il me semble d'ailleurs que c'était dans le 2e livre de Twilight, quand Edward est parti et que Bella déprime grave, qu'il y a un chapitre qui est vide. Il me semble. Il y a un chapitre X, enfin un chapitre, numéro de chapitre, et rien du tout. Et après, on passe au chapitre suivant. Je me demande même si c'est pas
comme un peu en journal intime, si c'est pas des mois entiers qui sont vides, hein, genre janvier vide, février vide, etc. Et on passe quelques pages où il y a juste le nom du mois et là il y a peut-être le retour d'Edouard, enfin quelque chose qui sort un petit peu des lacs de son trou. Enfin, les citations elles sont terribles, hein. Ma vie est légère, en attendant le souffle de la mort, posée sur ma main comme une plume. T.S. Eliot. Qui est celui-là qui, sans être mort, ose s'aventurer au royaume des morts? Dante. Le temps émousse les angles des faits et les fond à l'éther chatoyant. Ralph Waldo Emerson. Je vais vous lire un petit bout de la première partie qui s'appelle Samhain. Donc Samhain, c'est la fête d'Halloween, hein, grosso modo, si je ne me trompe pas. Je vérifierai, je mettrai dans une virgule si je me suis trompée. Octobre du déluge. Dans la première clarté du jour, sa mère vient à elle et l'arrache au sommeil, la soustrait à un rêve qui lui parlait du monde. Elle l'attire, elle l'entraîne. La panique éperdue lui fuse dans le sang. Surtout ne crie pas, pense-t-elle, ne réveille pas les autres. Il ne faut pas qu'il voie maman dans cet état. Mais aucun son ne peut franchir ses lèvres. Sa langue est liée, sa bouche scellée. Alors c'est son épaule qui s'exprime à sa place. Elle proteste d'un craquement. Son bras est comme une branche pourrie que l'on casse d'un coup sec. Affleurant d'un lieu où les mots n'ont pas cours, lui vient la conscience d'un détraquement de l'ordre des choses. Sa mère l'emmène vers la sortie, comme harnaché à elle. Son corps est un outil de ferme cabré par la tension. Ses pieds, deux lames mal aiguisées. À la porte, une balafre de lumière. Ses yeux combattent la pénombre pour se fixer sur sa mère. Elle ne voit rien, sinon l'étau d'une main refermée sur son poignet, aussi blanche qu'un ossement. Elle bat de son bras libre pour se défendre, mais le coup ne heurte que l'obscurité et l'air qui la trahit. Ses talons s'arc-boutent au sol, deux volontés en lutte. Celle de Sarah, pareille à une puissance animale, une force secrète, lui semble-t-il, comme celle du veau de Neely Fox le jour où il l'a abattue, avant de partir pour de bon. Maintenant, sa peau brûle sous l'étreinte de sa mère, qui l'entraîne toujours, et ses pieds pivotent, pointent vers l'avant. Dehors, la poigne du froid les accueille, comme s'il n'était venu là que pour elle, embuscade d'une bête vorace dans le gris âpre du petit jour. Pourtant, on n'est pas encore au plus vif de l'hiver, même si les arbres, dans leur nudité de vieillards promis au châtiment, se serrent les uns contre les autres sur une terre figée dans la stupeur de l'attente. Ce sont des sorbiers aux branchages sans grâce, amoindris et contorsionnés, comme démunis face à ce sol ingrat et qui s'étiolent sous la pesée du ciel. Sarah et sa fille s'avancent sous la ramée, cette fille pâle au torse de garçon, 14 ans, et des cheveux longs qui retombent devant son visage, si bien que la mère ne distingue que ses dents et la grimace qu'esquissent ses lèvres. De force, elle la fait asseoir sur la souche qui sert de billot. « Assieds-toi là, je te dis !» Allez, je m'arrête ici, mais je suis vraiment... Je trouve que les 3 bouquins que j'ai sortis, là, enfin vraiment, il y a quelque chose avec la langue qui me rend toute chose. Et là aussi, Irlande, grande famine de l'Irlande, je crois qu'ils ont perdu quasiment la moitié de leur population. Il y avait une maladie, il me semble, sur les pommes de terre. Et du coup, les gens crevaient de faim. Et il y avait eu plusieurs récoltes, plusieurs mauvaises récoltes comme ça sur plusieurs années, ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à rengranger suffisamment de nourriture. Et c'était quand même un pays qui était pauvre. Et ils sont morts à tour de bras, la grande famille d'Irlande. On va passer ensuite aux cadeaux de Noël. Donc je vais passer aux 2 livres. Donc j'avais eu un bon d'achat de 30 € à l'espace culturel. Et j'ai trouvé, alors déjà, un grand merci au Mode Imaginaire pour son travail, parce que sinon je n'aurais jamais entendu parler de William Morris. À l'origine, c'est pas ce livre-là que je voulais acheter, c'était La source au bout du monde, un truc comme ça. Mais donc, William Morris, c'est un auteur qui a précédé J.R.R. Tolkien et qui l'a inspiré. On est dans vraiment les prémices de la fantaisie avec une romantisation, dans le sens de romantique, comme le genre littéraire, de tout l'imaginaire médiéval. Et donc, Le lac aux îles enchantées, c'est traduit par Francis Guèvremont,
et avec une préface de William Blanc que j'ai vu chez Nota Bene, il me semble. Et c'est traduit, c'est publié aux Forges de Vulcain. C'est un livre qui coûtait 22 euros. Donc, il y a aussi un truc du Centre national du livre. Petite Grive est une jeune femme dont la grande beauté inspire la vénération. Elle échappe à la sorcière qui l'a tenue prisonnière toute son enfance et sillonne le lac aux îles enchantées sur un bateau magique qui se nourrit de son sang. Sur chaque île, elle découvre divers aspects de l'existence et se trouve bientôt embarquée dans une quête où demoiselles et chevaliers, magiciens et sorcières se côtoient. Aidée par une fée protectrice, elle trouvera finalement l'amour, l'amitié et sa place dans le monde au terme de ce touchant récit d'apprentissage et d'épanouissement féminin. Prix du jury des Imaginales en 2013 pour cette traduction inédite. Donc William Morris, il y a une mini-bio. La couverture est de Helena Vieillard. Je vous conseille très fort d'aller voir ce qui se fait aux Forges de Vulcain. Les livres, je ne suis pas forcément une grande fan de toutes les couvertures, mais alors particulièrement celle de William Morris, moi je les trouve vraiment très belles. Il y en a qui vont être beaucoup plus flashouilles, etc. Mais je trouve que c'est vraiment du travail de qualité. Il y a une mini-bio donc de William Morris, 1834-1896. Il fut imprimeur, poète, écrivain, peintre, conférencier, dessinateur, architecte et activiste socialiste. Le lac aux îles enchantées, 1897, fait partie de ses derniers ouvrages qui ont durablement influencé la littérature fantastique anglaise, donc Tolkien. Donc c'est dans la collection Fiction. Ouvrage traduit avec le concours du Centre national du livre. Je présume que c'est tout simplement le Centre national du livre qui doit donner des bourses pour traduire des œuvres comme ça. Je présume. Du même auteur et chez le même éditeur, il y a La source au bout du monde en 2016, il y a La plaine étincelante en 2017, Un rêve de John Ball en 2022 et Le pays creux en 2022. Si je ne me trompe pas, La source au bout du monde, c'est un roman et les autres, il me semble, sont des recueils de nouvelles. Donc il y a une préface qui parle du premier roman arthurien féministe. Je ne vais pas vous lire la préface. Alors, la première partie s'appelle La maison qui est geôle, geôle comme prison. Chapitre 1er, un enlèvement à Purpaille. On raconte que jadis, un petit bourg nommé Purpaille dressait ses murailles sur les rives du Nance, un peu à l'écart de la grande route, qui allait de la mer jusqu'au-delà des montagnes. Ce bourg se trouvait à l'orée d'une forêt, que l'on disait fort vaste, peut-être même infinie. Les quelques rares hommes qui y avaient pénétré n'en avaient rapporté que récits confus et extravagants. Aucun chemin, aucun sentier n'y était tracé, aucun garde forestier ne s'y risquait. Jamais un voyageur n'en sortit, jamais un homme de Purpaille, si pauvre, si téméraire qu'il fût, n'alla y chasser. Aucun bandit n'osa y chercher refuge, jamais ermite ne plaça telle confiance en l'Éternel qu'il y bâtit sa cabane. Tous les hommes jugeaient ces bois périlleux à l'extrême. Quelques-uns les disaient hantés par les âmes des damnés, d'autres par les déités païennes, d'autres enfin par des fées malicieuses et fourbes. La plupart croyaient que diables et démons innombrables y grouillaient, et que quiconque s'aventurait en ce désert, quelle que fût sa destination, quelle que fût la direction de sa marche, arriverait toujours à la porte de l'enfer. Cette forêt portait le nom de Mal-Selve, donc Mal, M-A-L-E, tout court. Deuxième livre, je crois en avoir un tout petit peu entendu parler sur Booktube, mais vous avez vu cette beauté? Donc c'est Sorroland de Rivers Solomon. C'est une traduction de Francis Guévremont. J'ai pas fait exprès, c'est le même traducteur. Une création studio j'ai lu d'après Shutterstock, Design Project, T.J. Barnwell. Vern, enceinte, s'est échappée de la communauté religieuse où elle a grandi. Depuis, elle vit dans la forêt où elle a donné naissance à des jumeaux qu'elle élève dans des conditions précaires. Elle doit cependant quitter ce refuge, tant pour essayer de comprendre les inexplicables changements de son corps
que pour fuir la menace d'un personnage mystérieux, homme ou bête, qui les traque sans relâche. Commence alors un voyage initiatique à travers les États-Unis où Vern va devoir affronter les fantômes de son passé pour espérer avoir un avenir. Ce Roland est un grand et surprenant roman d'après Hugues Robert du Monde. Alors, River Solomon est de nationalité américaine mais vit à Londres. Son premier roman, L'incivilité des fantômes, qui dépeint une humanité hantée par les fantômes du racisme et de la ségrégation, a été encensé par la critique du monde entier. Donc, il y a L'incivilité des fantômes et les abysses. La dédicace, elle est trop belle. À tous ceux que j'ai été, à tous ceux que je serai. Donc, il y a une note de l'auteur. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. La première partie s'appelle Royaume planté. Plantae, je ne sais pas comment ça se dit. Parce que je suis allègrement en train de massacrer du latin dans la lecture à voix haute de Gargantua, que vous pouvez trouver le lundi. Vous pouvez vous foutre de ma gueule. Hein. J'ai jamais fait de latin de ma vie. Je vous lis un petit bout du premier chapitre et on va passer à des choses un petit peu plus éloignées de la littérature, mais un petit peu quand même. L'enfant malingre qui surgit entre les jambes de Vern sentait le sel. Il était frêle, aussi fragile qu'une promesse. En le touchant de la paume de ses mains, elle sentit en lui une grande sauvagerie. Des gens comme elle ne pourraient jamais comprendre tout à fait une si délicate créature. Si elle en avait eu la force, elle se serait rendue en boitant jusqu'à la rivière et elle l'aurait noyé. Ce serait pour lui une mort plus douce que celle que le démon lui réservait. Vern s'appuya contre le tronc d'un pin et serra l'enfant nu et flasque contre sa poitrine. Ses petites lèvres tremblotantes se posèrent exactement à l'endroit où se serait trouvé le médaillon en forme de cœur, si elle avait porté un médaillon. « Ah, c'est ça ta stratégie, Tu veux m'amadouer avec tes bisous frissonnants ?» demanda-t-elle. Elle n'était pas du genre à se laisser séduire, mais ce bébé savait s'y prendre. Sa détresse était impérieuse, et il l'exprimait avec courage. Rien ne pourrait le détourner de la satisfaction de ses exigences. J'avance un petit peu encore. Vern tendit la main pour prendre une serviette posée près d'elle. Avec toute la douceur dont elle était capable, c'est-à-dire très peu, elle frotta le tissu éponge rêche sur la peau poisseuse de l'enfant. « dis donc, dit-elle, ne pouvant réprimer son admiration. « Que t'es beau !» Parce qu'elle souffrait de nystagmus, sa vue était très mauvaise, surtout quand la lumière était basse. Mais rapprocher le bébé d'elle lui permettait de surmonter sa cécité partielle. Elle pouvait le regarder tout son sou. Il était plus menu que la plupart des nouveau-nés dont elle avait eu l'occasion de s'occuper. Il n'était pas albinos comme elle, et il n'avait pas non plus la pâleur de Sherman, son métis de mari. Sa peau était noire, et Vern avait peine à croire que l'héritage de ses ancêtres africains, qui lui avait donné cette teinte, ait jamais pu être troublé par la blancheur. Elle n'avait connu qu'une seule personne à la peau si sombre, son amie Lucie. Je vous précise juste, le nystagmus, c'est un petit trouble visuel. J'ai ma Gabi qui a ça. C'est des gens qui vont avoir du mal à fixer le regard et en gros, vous avez les pupilles qui s'agitent un petit peu. Donc c'est assez étrange parce que quand vous avez une personne comme ça ou un chat en face de vous, vous remarquez qu'il y a un truc qui ça gigote en fait. Et il y a un acteur qui est, bon, je ne sais pas si c'est spécialement célèbre pour ça, mais un acteur américain qui est connu, qui a souvent des rôles de dingue d'ailleurs, qui a un nystagmus et apparemment ça peut amener un déficit visuel, mais enfin, on s'en accommode, c'est une cécité assez partielle. Et Gabi, peut-être qu'elle aurait besoin de lunettes. Je vous montre rapidement les autres cadeaux que j'ai eus pour Noël, donc notamment avec mon compagnon. Un Book Nook qu'on avait chopé chez Amazon. Je ne sais pas si on va l'avoir en plus grand, peut-être. Donc on l'avait chopé chez Amazon parce que c'est un produit Chinese. Je ne sais pas combien de temps ça demande pour être monté, on verra. En plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement de notice, mais moi je suis assez aventureuse. Je voulais que je vous montre comment c'est dedans, histoire de vous faire peur. Donc c'est Duel
Do It Yourself, Book Nook, Love Handmade, Enjoy Life. Donc, on a un petit peu d'éléments d'électronique pour tout ce qui est éclairage. Je vais vous montrer directement dans les boîtes. Et je vais vous dire pourquoi je monte tout ça. C'est que je monterai ça avec vous. Donc je pense que je vais faire un peu à la mode quand je cuisine et je papote avec vous. Ouais, à mon avis, ça va être longué, donc ça va demander quand même plusieurs temps. Parce que je vais pas me filmer en accéléré parce que ça va être une chier ça va être une chier à monter. Donc ce que je compte faire, c'est que si j'arrive à monter le truc d'un seul coup, je le monte d'un seul coup et je ferai plusieurs pauses afin que ce soit pas une chier à construire. Un peu dans le même genre, je vous présente un cadeau que j'avais offert à mon compagnon il y a peut-être 2 ans de ça, ou 3 ans même. C'est Mini Tank Robot qu'on avait chopé aussi chez Amazon. Moi je commande chez Amazon, hein, j'assume. Et pour vous montrer un peu... Putain, ça a recollé ou quoi? Bon, bah j'arrive pas. Bref, il y a plein de petites boîtes dedans avec les étapes. Et le deal, c'est que je fasse le montage et que mon mec il fasse la programmation. Parce que c'est un petit robot qui peut circuler sur un circuit ou un truc comme ça. Sinon, non, je ne me sais pas monter, mais moi je suis un chat, j'adore les boîtes, donc j'ai eu du thé vert à la menthe de chez Kusmi et une tisane dont j'ai oublié le nom. J'ai dû vous parler déjà du fait que j'avais envie de créer un reading journal. Voilà, je me suis pas montée. Ce qui fait que j'ai acheté plein de petites merdouilles pour faire un reading journal. Je n'ai pas acheté de journaux parce que des carnets, j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Mais je me suis pris des petits tampons comme ça, avec l'alphabet en miniature et en minuscule et en majuscule. Ça fait des petites choses comme ça. Et de l'encre, enfin le toutouf, l'éponge. J'en avais déjà, donc j'en ai pas racheté. Et ils ont même fait, sans déconner, le point. Franchement, si c'est un truc qui me plaît, moi je me demande si je pourrais pas en fabriquer aussi des tampons parce qu'on peut en faire tout bêtement à partir de gomme. Toujours chez Amazon, j'ai eu des petits pochoirs. C'est uniquement pour des alphabets. On ne voit pas grand chose. Je le mets devant moi. Donc c'est plein d'alphabets différents parce que j'ai une écriture qui est quand même pas nif-nif. Je vous les montre pas toutes parce que j'en ai une tripotée. Et c'est pour faire en gros des lettres jolies. Donc je m'étais dit tiens pourquoi pas, parce que pourquoi pas faire quelque chose de joli. Et j'ai acheté aussi, enfin j'ai reçu, bon, c'est moi qui avais mis dans le panier, mais c'est pas moi qui ai cliqué sur commander. Toujours chez un truc, je vous montre juste un premier pavé. Toujours chez une boutique chinoise, il y a plein de petits machins comme ça, c'est des stickers. Vous voyez, ce genre de choses. Des petits papiers comme ça qui vont faire un petit peu tapisserie. Donc c'est très lié à la... Je sais pas si on voit bien. Ça fait très tissu, broderie, etc. C'est pour ça que ça me plaisait. Vous voyez, il y a des stickers un peu de ce genre. Et il y a des plus grandes pièces aussi qui ressemblent un peu à par exemple, des trucs de commande. Bon, bah alors ça doit être de l'allemand. Non, c'est pas de l'allemand, je sais pas. Mais vous voyez, des écritures un petit peu anciennes comme ça. Et j'ai plusieurs planches. Et en gros, le but, c'est de... ça, je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois qu'il faut découper des morceaux. Parce que c'est beaucoup plus fin. Et il y a des choses qui se rapprochent un petit peu de cartes postales aussi. Donc, le but, c'est de coller tout ça dans un petit carnet. Et voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, j'en ai un paquet dans le fond. Et pourquoi une boîte? Parce que ça fait plein de merdouilles.
C'est pour éviter de les perdre, pour savoir où c'est. Et donc, le but du reading journal, je me souviens plus exactement ce que... Waouh, pardon. Je crois que celui-là, il est vide ou à peu près. Parce que j'ai une tripotée de carnets, moi. Ouais, j'ai bien choisi le bon. Attention, vous allez le trouver très beau. Si je retrouve, je vous dis d'où ça vient. Donc ça serait mon reading journal. Donc c'est un grand format, vous voyez. Il n'y a pas tant que ça de pages. Il s'ouvre comme ça. Et attention, je vais disparaître, magie. Je reviens. Et donc le but, c'est par exemple de... Non, j'arrive pas, donc je vais le fermer. C'est chez Paper Blanks. Et c'est des dessins de Léonard de Vinci. Donc ça serait mon reading journal, le grand format. Et j'ai deux petits formats aussi. Je crois que j'avais dû commencer à noter quelques bricoles dedans, mais c'est pas grave. Je fermerai, c'est pas grand chose. Je voulais juste tout bêtement me faire une liste de tous les livres que je lisais. Juste une liste, sans se prendre le chou. Et j'avais rechopé un autre aussi comme ça. Je l'ai trouvé vraiment très joli. Je crois que c'est aussi chez Paper Blanks. Donc là, pareil, j'avais commencé à écrire des conneries dessus que j'effacerai. Bon, je sais plus exactement si c'est Paper Blanks. Mais sur les petits, c'était tout simplement faire des listes, par exemple sur les livres et films et séries télé. Sachant que les films, j'en regarde pas tant que ça. Et au niveau du Reading Journal, alors, qu'est-ce que je voulais mettre dedans? Il y a par exemple un challenge de A à Z où on répertorie en fait des livres. Donc soit c'est le A, ça va être la première lettre d'un mot du titre, la première lettre du prénom ou la première lettre du nom de l'auteur. Ouais, des trucs comme ça. Il y a Reading Rainbow, c'est par rapport aux couleurs de couverture. Donc là, c'est par rapport aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Un VO Book Challenge aussi, pourquoi pas. Je pensais mettre quelques-uns comme ça de petits challenges parce que ça permet tout simplement de cocher des cases, ça peut être sympa. On peut faire aussi des trucs par mois. Ça, un truc que je pense faire, c'est faire un genre tracker. Je sais pas le terme en français pour tracker. Par exemple, essayer de répertorier combien de livres de fantasy, de romance, de thriller, etc. je lis. Il y a... Moi, ce que j'aimerais faire, c'est lire 120 livres parce que j'ai un petit peu de mal à répertorier. Comme j'ai jamais noté tout ce que je lisais, j'ai du mal à repérer en fait combien de livres je peux lire par an. Je pense que je suis autour de 120. 120, 130 par là. Parce que là, je participais à un challenge sur le forum HPF, je vous le mettrai en barre d'information. Il y a un challenge de lecture qui a lieu depuis... il y a eu la Coupe des 4 maisons il y a 3 ans, je pense. Et là, il y a le jeu des 9 familles, puis 10 familles, probablement 11 familles l'année prochaine. Et si vous voulez, il y a des items qui sont tellement particuliers que je me suis dit que j'allais jamais... moi, je vais pas chercher... Enfin bref, il y a des items que je ne compléterai pas parce que je me suis pas pris le chou là-dessus. Donc, je m'étais mis un objectif de 70 livres chez eux, que j'ai dépassé un petit peu et à voir. Donc, j'aimerais lire 120 livres l'année prochaine. J'aimerais un peu répertorier aussi d'où viennent les livres, donc soit la nationalité de l'auteur, soit l'endroit où ça se passe. Bon, de toute façon, j'ai juste noté quelques idées comme ça. Il va falloir que je le fasse sur le Reading Journal. J'aimerais aussi faire de mini-chroniques aussi sur le Reading Journal pour pouvoir un petit peu préparer des chroniques un peu plus conséquentes sur Insta par exemple, sur TikTok ou ce que je vais dire ici aussi, ou sur Babelio, Booknote, Goodreads, si j'arrive à gérer tous ces trucs-là. Je vais m'arrêter là. Donc j'ai été très gâtée pour Noël, comme d'habitude. Moi j'ai une famille qui est très très généreuse et
J'espère que vous passerez une très très bonne année. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de réussite dans vos projets. Plein de belles lectures aussi. Plein de beaux films, plein de belles séries. À tout bientôt et rêvez tout plein. Au revoir.